Salut les joueurs et bienvenue à cette deuxième saison de Top Ludique. Je suis Fred et tout comme à la première saison, à chaque épisode, je vais vous présenter un top 5 des meilleurs jeux de société du moment. Pour bien commencer cette saison, je vous présente aujourd'hui un top 5 des meilleurs vendeurs 2022. Ce qui exclut le jeu Occupation Double. Ça fait 5 bazars de suite que j'essaye de le vendre à une pièce, puis il se vend pas. Il sera pas dans nos meilleurs vendeurs 2022, certain. Pour choisir ce top, je me suis fié aux meilleures ventes du Joker Pub Ludique, puisque j'en suis copropriétaire. J'ai donc regardé les jeux vendus autant en ligne qu'en succursale afin d'arriver avec les meilleurs vendeurs de cette année. Pour bien commencer cette liste, j'y vais avec un petit jeu. Petit jeu qui est joué très fréquemment dans les pubs. Si vous êtes déjà venu au Joker, c'est pas mal certain que vous avez joué soit à la version de base ou à la version Twist qui est sortie en 2022. Il s'agit de Mo Rapido. Regardons maintenant qu'est-ce qui se trouve dans cette petite boîte. Petite boîte de métal de qualité. On l'ouvre. Première chose, évidemment, les règlements. Mais on va retrouver une pile de pastilles, c'est vraiment ceci qui nous intéresse, avec la première, les différentes catégories avec lesquelles nous allons jouer. Mo Rapido, en réalité, c'est le jeu qui a détrôné Categories. On va devoir trouver des mots qui commencent par une lettre donnée. On a ici différentes catégories, animal, ville, pays, etc., etc. Et puis, parmi ma pile ici, je vais venir virer une pastille pour savoir qu'est-ce qu'on doit trouver. On retrouve en premier lieu la carte aide-mémoire. Celle-ci va nous rappeler les différentes iconographies en lien avec les catégories. Outre cette carte, le reste, c'est simplement une pile avec d'un côté une catégorie et de l'autre côté 3 lettres. Nous allons donc devoir associer la couleur de la catégorie à la bonne lettre. Je vous donne un exemple, vous allez tout comprendre. Je viens virer la première carte. La catégorie, donc la carte suivante me dit qu'on va jouer avec la catégorie animal. Et la carte est orange, je vais donc devoir l'associer avec la lettre orange. C'est le N qui est en orange, je vais donc devoir donner un animal commençant par la lettre N. Tout le monde en même temps, puisque c'est un jeu simultané, on va devoir trouver un animal commençant par la lettre N. Un narval! Excellent, j'ai été le premier à le dire, je gagne la pastille. On continue à jouer, encore là, tout le monde ensemble. Je m'en viens virer une pastille, une ville, elle est en vert, c'est le C qui est en vert, alors une ville en C, Chicago. Je m'en viens virer un prénom de garçon ou de fille, en T, Thomas, un animal en J. Un animal en J. Hey, un animal en J, le caméraman. Jujube! Un jujube! À chaque fois qu'on est le plus rapide à nommer la bonne catégorie avec, évidemment, la lettre qui la commence, on garde la pastille. À la fin de la partie, on va simplement regarder qui a accumulé le plus de pastilles pour nommer un ou une gagnante et recommencer une autre partie. Ça s'explique en 20 secondes et on peut y jouer des heures. C'est vraiment super agréable, en plus d'être abordable. Mo Rapido, un jeu pour 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus, d'une durée d'environ 15 minutes. Mais vous allez enchaîner les parties. Mon appréciation personnelle de Mo Rapido, je dois avouer que c'est un des meilleurs jeux de mots et de lettres qu'on possède au pub par son pouvoir d'accrocher tout le monde immédiatement. On n'a pas besoin de se perdre pendant 10 minutes en expliquant le jeu. Les gens comprennent immédiatement ce qu'ils ont à faire et vont tout de suite avoir un plaisir immédiat pour y jouer. C'est un jeu intergénérationnel également. Je le recommande à tout le monde et c'est pour ces raisons que je lui donne un 8 sur 10. On enchaîne avec notre deuxième jeu des top vendeurs 2022 et j'ai nommé Draftosaurus. Une thématique vraiment intéressante de dinosaures, mais regardons ce qui se trouve dans la boîte. Premièrement, on est original dans celui-ci. Les règles se trouvent dans le fond. Alors, je ne commencerai pas avec un livret d'instructions, mais bel et bien un petit sac dans lequel nous allons mettre nos dinos dans quelques instants. Nous avons un dé que je vais vous expliquer, une tonne de dinosaures multicolores au plaisir des plus jeunes, ainsi qu'un plateau qu'on va donner à chaque joueur qui va représenter le parc de dinosaures que nous allons devoir construire. À noter que c'est un plateau recto-verso. Afin d'améliorer le plaisir de jeu, on va pouvoir jouer sur 2 parcs différents et ainsi adapter nos stratégies en fonction de si on joue avec le plateau A ou B. Draftosaurus est un jeu qui va se baser principalement sur une mécanique de repêchage ou de draft en anglais. Au début de la partie, tous les dinosaures vont être dans cette poche. Je vais en piger 6 de façon aléatoire. Et là, en fonction du nombre de joueurs qu'on est, la mécanique va changer légèrement. Je vais vous expliquer pour 3 et 4 joueurs. Parmi les 6 dinosaures que j'ai pigés,
je vais venir en choisir un secrètement que je vais mettre dans mon parc. Le but étant de faire le plus beau parc de dinosaures possible et bien sûr d'accumuler le plus de points pour gagner la partie. J'ai choisi mon dinosaure, je décide de le mettre à tel ou tel endroit, disons que je le mets ici pour commencer. Les 5 dinos qui me restent, je vais les prendre et les donner à mon voisin, qui fait en sorte que je vais du même coup en recevoir 5 nouveaux. Tout le monde joue en simultané, alors tout le monde va avoir choisi son dinosaure, placé et passé leur dino. On en choisit un une fois de plus secrètement. Une fois que tout le monde a choisi, on vient le dévoiler, le mettre dans notre parc et passer nos 4 dinos à notre voisin, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dinosaures. Une fois que les 6 dinos sont passés et joués de cette façon, on va faire une deuxième manche qui consiste exactement comme la première, à repiger chacun 6 nouveaux dinosaures, à se les passer, à venir les jouer dans le parc. Et à la fin, donc on va chacun avoir mis 12 dinosaures, on va venir compter les points pour savoir qui va l'emporter. Vous comprenez maintenant la mécanique principale de se passer des dinosaures et venir les mettre en place. Voyons maintenant plus précisément pourquoi est-ce que je mettrais un dinosaure à un endroit plus qu'à un autre et à quoi sert le fameux dé. À chaque tour, il va y avoir un joueur actif qu'on va appeler. Ce joueur-là va avoir aucune restriction de placement, donc il va pouvoir mettre son dinosaure n'importe où dans le parc. Il va donner, grâce au dé, une restriction aux autres joueurs. Donc, supposons que je suis le joueur actif, je viens brasser le dé, je tombe sur le symbole de salle de bain. Je me rends compte que sur ma plaque, nous avons d'un côté de la rivière le symbole de salle de bain, alors que de l'autre côté, c'est le symbole de café. Les autres joueurs vont donc être forcés de placer leurs dinosaures du côté salle de bain de la carte, donc dans un de ces 3 enclos. Regardons donc cette fameuse carte. On a 6 emplacements dans lesquels on va pouvoir venir mettre des dinosaures. Le premier emplacement, on peut voir ici avec l'iconographie que je peux en mettre de 1 à 6 et qu'ils doivent être identiques, donc de la même couleur. On se rend compte que le score est exponentiel de façon à ce que si je mets juste un dinosaure, j'ai 2 points, mais par contre, si j'ai mis 4 dinosaures, je me retrouve avec 12 points et si j'en mets 6, 24 points. Donc, plus je vais avoir mis de dinosaures identiques et plus je vais faire de points. Pour vous aider à comprendre, j'ai simulé ce qui pourrait être une fin de partie. On s'est passé 12 dinosaures, on est venu les mettre en place dans notre parc. Alors, on va venir compter les points en fonction de chacun des enclos. Premier enclos, je devais avoir des dinosaures identiques. J'en ai 2, je fais donc 4 points. Deuxième enclos me disait simplement « Mettez 3 dinosaures dedans, peu importe lesquels. » J'ai réussi, ça me donne 7 points. Troisième enclos ici, ça me prend des dinosaures identiques pour avoir 5 points par couple de dinosaures. J'aurais pu en mettre jusqu'à 6, donc 3 couples, 5 points de victoire. L'enclos en haut à droite, un peu différent des autres, va être le seul avec lequel je vais avoir une interaction avec le parc des autres joueurs. Ici, le dinosaure que je vais venir y mettre, je dois l'avoir en plus grand nombre dans mon parc que chez tous mes autres adversaires. Par exemple ici, le T-Rex en rouge se retrouve 3 fois dans mon parc. Il faudrait donc que je sois égal ou supérieur aux autres dans mon nombre de T-Rex pour venir scorer le 7 points de cet enclos. Le dernier ici me demandait de mettre un dinosaure qui est seul de son espèce dans mon parc. Dans ce cas-ci, je l'ai raté pour une raison obscure. J'ai mis mon rose ici, mais par la suite, j'ai décidé de mettre d'autres roses dans mon enclos. Je ne ferai donc pas de points pour celui-ci. À noter qu'à tout moment, plutôt que de venir placer un dinosaure dans un enclos, on a le droit de venir le mettre dans la rivière et d'effectuer un point de cette façon. J'aurais donc pu décider de mettre mes dinosaures roses dans la rivière afin de faire mon 7 points ici. C'est une stratégie comme un autre. Une fois qu'on a calculé le score de notre carte, on va bien sûr comparer notre score avec celui des autres joueurs qui, eux aussi, ont chacun leur parc de dinosaures et la personne qui s'en est le mieux sortie, donc qui a fait le plus de points, va emporter la partie. Draftosaurus est un jeu de 2 à 5 joueurs âgés de 8 ans et plus pour une durée d'environ 15 minutes. Un excellent jeu familial. La thématique va plaire autant aux plus petits qu'aux adultes. C'est tout le temps agréable de construire un parc de dinosaures. Franchement, un superbe jeu. Les petits dinosaures sont de belle qualité en bois, vraiment, ils sont originales, colorés. On les aime énormément. C'est bon de noter que si vous appréciez le jeu, il existe également 2 extensions qui vont rajouter soit des dinosaures aériens ou marins, qui vont changer un petit peu la mécanique. Je donne à Draftosaurus une note de 8,5 sur 10.
Le troisième jeu de notre liste d'aujourd'hui est un classique qui, année après année, se retrouve dans les meilleurs vendeurs et j'ai nommé Splendor. Splendor? Splendor. 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 C'est français, fait que ça va être Splendor. Splendor est un jeu de gestion de ressources et de collection de cartes, mais regardons tout de suite ce qui se trouve dans la boîte. Premièrement, manuel d'instruction d'une simplicité déconcertante, seulement 4 pages. Et par la suite, de superbes jetons de poker d'une qualité incroyable, ainsi que des cartes et des cartons de nobles. À quoi ça sert tout ça? On se fait un petit setup rapide et je vous explique le tout. Voilà à quoi va ressembler votre plateau de jeu avant de commencer une partie de Splendor. Vous allez donc avoir les jetons de ressources, les jetons de chacune des couleurs, plus les jokers, donc les jetons jaunes ici qui vont remplacer n'importe quelle couleur. Par la suite, nous avons 3 rangées de cartes, donc des vertes, des jaunes et des bleus qui vont en ordre de les moins chers sont au début. Ensuite de ça, on va en avoir des un petit peu plus chers qui vont donner des points, puis des encore plus chers qui vont donner plus de points. Et finalement, des nobles qui vont venir se joindre à notre cause si on respecte les prérequis. Dans Splendor, c'est une course aux points. Donc, je vais vouloir être le premier joueur à faire 15 points de prestige, donc 15 points de victoire. Une fois que j'arrive à ce stade, si personne d'autre pendant le tour arrive à me dépasser, je vais gagner la partie tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour faire des points? À vrai dire, dans mon tour de jeu, j'ai le choix de 3 actions. Je vais pouvoir venir chercher des ressources. Chercher des ressources, j'ai tout le temps le choix de prendre soit 3 ressources différentes ou bien d'aller chercher 2 ressources de la même couleur. À noter que les ressources dans ce jeu sont des pierres précieuses. Deuxième action possible, avec les ressources que j'ai accumulées, je vais pouvoir venir acheter une carte. Sur une carte, on retrouve 2 informations. Le coût de la carte, en bas à gauche. Je vous nommerai bien le nom des pierres, mais pas un expert de pierres précieuses, vous m'envoyez désolé. Des émeraudes, des saphirs, des rubis, des diamants, de l'onyx, puis de l'or. Pour revenir à mon exemple, supposons que j'ai les ressources suffisantes pour venir acheter ma carte ici. Je vais donc payer mon diamant, mon émeraude, mes 2 rubis et mon onyx, maintenant que je les sais. Et je prends la carte dans ma réserve et à partir de maintenant, j'obtiens une ressource bleue, donc un saphir, jusqu'à la fin de la partie que je vais pouvoir utiliser pour acheter n'importe quelle autre carte. À noter que je l'ai toujours avec moi. La dernière information qu'on a sur les cartes, outre leur coût et la pierre que ça nous rapporte une fois qu'on l'a acheté, c'est le nombre de points de victoire que celle-ci vaut. Je le répète, ça prend 15 points de victoire pour gagner la partie. Donc par exemple, si je réussis à aller acquérir cette carte qui vaut quand même très cher, bien, ça va me donner 4 points de victoire. Finalement, les nobles vont se joindre à la personne qui respecte les prérequis. Par exemple, ici, notre noble nous demande d'avoir 3 cartes vertes, donc des cartes d'émeraude, 3 cartes de saphir et 3 cartes de diamant en notre possession. Peu importe si les cartes ont une valeur avec des points ou non, il faut seulement avoir le bon nombre de cartes. À ce moment, le noble va immédiatement venir rejoindre notre cause sans que ça nous prenne un tour à aller le chercher et nous donner les points de victoire associés, donc 3 points dans ce cas-ci. Une dernière action qu'on peut faire, donc à part aller chercher des ressources et acheter une carte, c'est de réserver une carte. Si une carte m'intéresse mais que je n'ai pas nécessairement les ressources nécessaires pour l'acheter immédiatement, mais que je vois que mon adversaire va bientôt l'acheter, je pourrais décider de venir prendre la carte et la réserver. Donc, elle ne m'appartient pas encore, je n'ai pas la ressource associée à cette carte, mais au moment de la réserver comme ceci, ça va me donner un joker, donc un or en bonus que je viens mettre dans mes ressources précédemment accumulées. Splendor est un jeu de 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus d'une durée approximative de 30 minutes. En résumé, Splendor, super beau jeu, accessible avec une qualité de matériel incroyable. Normalement, les jetons dans les jeux de société, ça se trouve à être du carton. Dans ce cas-ci, on a des beaux jetons de poker. Les cartes sont très jolies aussi, les illustrations. Le jeu est simple à prendre en main, mais malgré tout, on y prend un plaisir à jouer. Vraiment, on comprend tout de suite pourquoi il fait partie des meilleurs vendeurs depuis tant d'années. En résumé, Splendor, un classique que j'aime bien faire découvrir aux gens qui s'initient aux jeux de société. C'est une mécanique plutôt simple, mais très efficace. On y prend goût immédiatement. Je donne à Splendor la note de 8 sur 10. Puis en plus, on peut jouer avec les petits jetons de poker. Ça, j'aime ça, jouer au poker. C'est déjà le moment d'enchaîner avec notre 4e jeu de ce top ludique des meilleurs vendeurs 2022 et on enchaîne avec
Welcome to the Moon. Welcome to the Moon, pour ceux qui ne connaissent pas la série Welcome, c'est un jeu hyper populaire. Vous voyez, un des jeux les plus joués au pub, la preuve en étant qu'il y a du tape vert sur les quatre coins tellement on l'a usé et que la boîte est rendue maganée. Heureusement pour nous, une nouvelle version est apparue. Welcome to the Moon, c'est la nouveauté 2022 qui a fait un buzz incroyable. Regardons ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Premièrement, crayon effacable à sec pour pouvoir jouer et rejouer sur nos cartes. Vous allez voir, on va les user. Il va falloir s'en racheter d'autres au Dollarama. Par la suite, on trouve un livret de campagne puisque c'est un jeu narratif dans lequel on va faire 9 cartes successives, mais qu'un scénario va venir relier chacune de ces cartes. Par la suite, nous allons retrouver les différentes cartes sur lesquelles nous allons jouer. Il y en a 9 au total, ils sont recto verso. Finalement, les fameuses cartes qui vont se retrouver dans des boîtes fermées comme ceci, boîtes que l'on va découvrir à l'instant. Je vous fais un petit setup du premier scénario sur les 9. Welcome to the Moon est donc un roll and write, donc un brassé et dessiné qui cette fois-ci ne se fera pas avec des dés, contrairement à bien des roll and write, mais avec des cartes. On va commencer avec la première mission dans laquelle on va remplir notre navette spatiale de vivres puisque l'humanité doit se déplacer vers la Lune. Par la suite, mission numéro 2, on va faire le trajet entre justement la Terre et la Lune. Et au fil des autres missions, plein de péripéties vont nous arriver, mais je vous laisse découvrir le jeu par vous-même. Mission numéro 1, on remplit notre navette spatiale. La mécanique principale de Welcome to the Moon, on va mettre 3 paquets de cartes qui sont d'un côté des numéros et de l'autre côté un symbole. Il existe 6 symboles différents et c'est ces symboles justement qui, d'une partie à l'autre, donc d'un scénario à l'autre, n'auront pas nécessairement les mêmes effets. Ce qui fait en sorte que je vais tout le temps avoir le choix entre 3 combinaisons de numéros et de symboles. Donc dans ce cas-ci, le 10 avec l'éclair, le 2 avec le calendrier ou le 7 avec le robot vont être les combinaisons disponibles à tous les joueurs. Ce qui est intéressant du jeu, c'est que c'est un jeu qui se joue en simultané. Donc, que nous soyons seulement 2 joueurs ou que je joue à 6 joueurs, tout le monde va choisir et jouer en même temps leur action. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que chaque personne joue son tour avant que ça revienne à nous. On est tout le temps dans le feu de l'action et il n'y a pas de moment un peu plus long à propos de ce jeu. Regardons justement le scénario 1, de quelle façon ça s'applique. Nous allons voir les différentes parties de la navette. Par exemple, en haut ici, je vais mettre mes cosmonautes, ensuite de l'eau, des robots, des calendriers, des éclairs, etc., etc. Et c'est ces symboles qui vont déterminer à quel endroit je vais pouvoir venir écrire mes chiffres, sachant que sur une même ligne, les chiffres doivent être en ordre croissant. Si je prends le 2 calendrier, j'aurai tout intérêt dans la ligne du calendrier à venir inscrire mon 2 au début, puisque, pas un 2, ça c'est un 6, hein? Un 2, comment tu écris ça à l'envers? Comme ça, OK. Au début de la ligne, en sachant que mon 2, bref, mon 2, j'ai tout intérêt à le mettre au début de ma ligne. Les chiffres qui sont à gauche de mon nombre vont devoir être plus petits et tous ceux à droite vont devoir être plus grands. Si par exemple, au tour suivant, on se trouvait à avoir un 8 avec un calendrier et que je décidais de jouer la même chose, j'irais plutôt mettre mon 8 vers le milieu, sachant que je pourrais venir y mettre ici un 3, 4, 5, 6, 7 et un 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de l'autre côté du 8. Pour quelle raison est-ce que je mettrais un chiffre à un endroit plus qu'à un autre? À vrai dire, pour remporter la victoire dans ce premier scénario, je vais devoir venir m'accumuler des navettes spatiales, donc qui se trouvent à être les petits symboles de fusée ici à votre droite. Pour réussir à aller chercher ces fusées, je vais devoir venir remplir complètement des compartiments. Donc parfois, je vais en avoir plusieurs dans une ligne, d'autres fois, ça va être la ligne au complet. Je me trouve donc à avoir tous mes chiffres en ordre croissant. Ma cloison est remplie au complet. Je vais donc aller chercher les bonus appropriés en haut. J'aurais pu également avoir un 4 fusées additionnel si j'avais activé ce symbole. Je ne rentre pas dans les détails, je ne vous explique pas les activations. Sachons juste que si j'avais rempli une autre cloison précédemment, j'aurais pu utiliser mon activation pour venir me donner des fusées supplémentaires. Donc, il y a un petit principe de combinaison dans l'ordre dans lequel je vais vouloir venir remplir mes cloisons afin d'optimiser mon score. Et finalement, ici, je donne un erreur système, donc le petit symbole rouge ici, à tous mes adversaires qui vont devoir venir dans la section erreur système
cocher le pointage ici, qui vont leur enlever des points à la fin de la partie ou qui vont les éloigner de la victoire, puisqu'une fois qu'on va avoir réussi à remplir toutes nos navettes, on va devoir venir continuer à utiliser des fusées pour effacer nos erreurs système avant de finalement mettre fin à la partie. Il y a plusieurs scénarios et c'est un peu évolutif dans les règles, c'est-à-dire que le premier scénario, qui est un scénario d'introduction, va être très facile, mais au fur et à mesure qu'on va tester des scénarios plus avancés, de nouvelles mécaniques vont s'ajouter, des nouvelles cartes également vont être débloquées entre guillemets, donc vont venir se rajouter au jeu. Ça fait en sorte que la rejouabilité va être excellente puisque le jeu se complexifie d'un scénario à l'autre. Welcome to the Moon est un jeu de 1 à 6 astronautes de 10 ans et plus pour une durée d'environ 25 minutes par scénario. En résumé, Welcome to the Moon, je vous ferai pas de cachette, c'est un des jeux qui sort très fréquemment chez moi. Autant avec ma fille de 7 ans que ma conjointe de bientôt 40. Tout le monde va apprécier le jeu. C'est qu'en fonction d'avec qui on joue, on va pouvoir moduler la difficulté et choisir la bonne carte. Pour toutes ces raisons, je donne donc à Welcome to the Moon l'excellente note de 9 sur 10. Je vous le conseille vivement. C'est déjà le moment de passer au 5e jeu de ce top des meilleurs vendeurs 2022. Le 5e jeu, je me suis gardé un jeu un peu plus lourd, un jeu pour un public plus aguerri. L'île des chats, c'est un jeu pour vous. Regardons tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Nous avons des bateaux, puisque sur l'île des chats, nous allons devoir remplir nos bateaux de ces merveilleux félins. On va retrouver des cartes. Vous allez voir, c'est un mix de un peu tous les jeux qu'on a vus. Nous allons retrouver de magnifiques chats de différentes couleurs. On a également des tuiles qui vont nous permettre de venir remplir ce beau bateau. Nous allons également avoir un immense sac avec, une fois de plus, des tuiles qui vont nous permettre de venir faire des points en venant les placer sur nos bateaux. Regardons tout ceci de plus près. Voici à quoi pourrait avoir l'air une partie à 2 joueurs. J'ai seulement mis un bateau, il y en aurait un deuxième prêt, mais la table était trop petite pour l'immensité de ce jeu. Je vous avertis tout de suite, je vais y aller très sommairement et il y a beaucoup de détails dont je ne ferai pas allusion. C'est normal, on ne veut pas que l'épisode dure 45 minutes non plus. L'objectif dans l'île des chats va être de faire le plus de points possible. Les points, on va les effectuer de plusieurs façons. Il va y avoir des cartes tradition qui vont nous permettre à la fin complètement de la partie de révéler les cartes qu'on s'est gardées secrètement afin de scorer des points. On va tout au long de la partie venir récupérer des chats qu'on va par la suite venir placer dans notre bateau et si on réussit à venir recouvrir les rats, on va faire des points. En réalité, on ne va pas perdre de points parce qu'à la fin de la partie, les rats visibles vont nous enlever des points. Si on réussit à recouvrir au complet des pièces dans notre bateau, on va faire des points également. Bref, plusieurs façons de faire des points tout au long de la partie et à la fin de celle-ci, on vient calculer le joueur qui va avoir le plus de points. Fait que de façon détaillée, pour faire des points, on va avoir des points avec les familles bleues, les familles vertes, les familles oranges, les familles violettes, les familles rouges de nos chats. On fait également des points pour les trésors rares qu'on a réussi à venir y placer. Il y a également des points pour les cartes tradition ainsi que les traditions publiques que nous allons avoir fait. Et on perd 1 point pour chacun des rats. On perd également 5 points si on n'a pas réussi à recouvrir une pièce au complet. Mais ça, je vous dirai pas tout ça dans le détail, ça serait ben trop long. L'île des chats est un jeu qui va avoir 2 mécaniques principales, le repêchage ainsi que le placement de tuiles pour optimiser notre repêchage. Une fois que notre monnaie, donc les poissons, ont été distribués entre les joueurs, on va se donner chacun 7 cartes qu'on va venir choisir et passer à notre adversaire ou à nos adversaires si on était plus que 2. Et puis, à la fin du repêchage, nous avons le choix de les acheter ou de les défausser. Chacune des cartes va avoir un coût associé. Par exemple, celle-ci va coûter 2 poissons. Donc, si je veux garder la carte dans ma main pour pouvoir la rejouer plus tard, je vais devoir venir payer immédiatement son coût en poisson. On va retrouver plusieurs sortes de cartes différentes lors de la session de pige des cartes. Des cartes comme ceci de sauvetage. Une carte sauvetage, on va avoir 2 éléments importants dessus. Un panier qui va nous permettre de justement sauver les chats, donc les ramasser grâce au panier, et des bottes qui vont nous donner de l'initiative. Ça va déterminer dans quel ordre on va pouvoir venir choisir des chats.
Nous avons des cartes actions qui sont des cartes qui vont être effectuées au moment où on la joue et par la suite défaussées, comme par exemple la carte action suivante qui nous donne un poisson pour chaque carte tradition devant nous. Les cartes tradition, j'y reviens dans quelques secondes. Nous avons des cartes spéciales Oshax qui sont des chats avec des formes particulières. Nous allons avoir des cartes trésors qui nous donnent le choix soit d'aller chercher une tuile de trésor, donc une tuile avec une forme particulière, ou deux petites tuiles de trésors communs, donc des trésors qui sont plus répandus dans le jeu. Finalement, des cartes tradition. Les cartes tradition, on va les prendre, les garder secrètes jusqu'à la fin de la partie et à la fin complètement, on va dévoiler nos cartes tradition afin de faire des points avec celles-ci. Par exemple, ici, j'ai une carte tradition qui me dit que je gagne 9 points si je possède exactement 5 chatons violets dans mon bateau. Une fois le draft terminé, on se retrouve avec des cartes dans les mains. Je me garde 2, 3, peut-être 4 cartes dans mes mains. Les autres sont défaussées. Je paie les poissons nécessaires en gardant à l'esprit que si j'ai l'intention d'aller acheter des chats, je dois me garder des poissons. On peut donc voir sur la carte ici que du côté gauche, les chats vont coûter 3 poissons, alors que du côté droit, les chats vont plutôt coûter 5 poissons. Le nombre de chats dans chacun des champs va varier en fonction du nombre de joueurs qu'on est. Une fois nos cartes choisies et achetées, les premières cartes qu'on va résoudre sont les traditions publiques, car il existe deux styles de traditions. Celle qu'on va garder cachée jusqu'à la fin de la partie et celle qu'on va lire haut et fort afin que tout le monde puisse bénéficier de ces traditions. La prochaine étape, une fois que les traditions sont réglées, on va aller sauver les chats. On va donc avoir besoin pour ceci des cartes sauvetage, qui sont les cartes vertes. Les cartes sauvetage, on peut retrouver soit des paniers, soit des bottes ou les deux sur les cartes. Une fois que tout le monde a choisi ses cartes, on va venir regarder le résultat, c'est-à-dire on dévoile les cartes qu'on a choisies, on vient compter le nombre de bottes qu'on a et le nombre de paniers. Les bottes vont servir à savoir qui va aller choisir les chats en premier. Donc, j'aurai la possibilité d'aller chercher 2 chats dans les champs. Je pourrais par exemple venir chercher de ce côté un des chats qui coûterait 3 poissons. Donc, je prends le chat, je viens le placer immédiatement dans mon bateau, je paie les poissons et je pourrais aller du même côté ou de l'autre côté me chercher pour 5 poissons un chat mauve dans ce cas-ci que je viendrai placer une fois de plus de la façon la plus optimale en espérant pouvoir cacher les rats ou recouvrir entièrement les pièces afin de ne pas perdre de points à la fin de la partie. Après être allé secourir les chats et placer ceux-ci dans nos bateaux, si des joueurs ont des cartes Oshax dans leurs mains qu'ils veulent utiliser, ils le peuvent. Donc, la carte Oshax, en réalité, nous donne la possibilité d'aller chercher un des chats spéciaux. La particularité des Oshax étant qu'ils peuvent prendre la couleur que l'on choisit lorsqu'on vient le mettre en jeu. Le jeu peut paraître imposant. Comme je l'ai dit, il y a certains détails que je n'ai pas expliqués également, mais lorsqu'on est assis en compagnie de quelqu'un qui sait y jouer, qui va nous montrer grosso modo ce qu'on peut faire ou non, en dedans de 2 tours maximum, la prise en main est faite et puis on va avoir du plaisir pour le reste de la partie. On s'y habitue assez rapidement. L'île des chats, un jeu de 1 à 4 joueurs aguerris de 8 ans et plus, d'une durée de 60 à 90 minutes. En résumé, l'île des chats a créé tout un buzz lors de sa sortie et ce buzz était justifié. Pour toutes les qualités de l'île des chats, je lui donne l'excellente note de 9.5. C'est un superbe jeu et je le conseille à tout le monde qui veut y aller avec un jeu un petit peu plus complexe. Voilà ce qui conclut notre premier épisode de cette saison avec le top des jeux les plus vendus de 2022. Comme vous pouvez voir, c'est un mélange autant de classiques de jeux qui ont traversé les années, autant de nouveautés comme l'île des chats qui a fait un immense buzz et qui s'est vendu à beaucoup d'exemplaires dans la dernière année. Et puis, si jamais il y a des jeux que vous ne connaissez pas dans le lot, je vous invite à aller dans un pub ludique près de chez vous les découvrir. Je vous dis à bientôt pour un autre top ludique.